Allez, nous allons démarrer. Encore bonjour à tous, à ceux qui nous ont rejoints ce matin pour notre webinaire de l'ISQ certification sur le retour d'expérience de la V9 qui est déjà en place depuis 2 bons mois maintenant, quasiment, et un focus alternance et CF1 précis sur les personnes qui seraient concernées par cette problématique. Alors, pour commencer, les deux intervenants, hein, donc moi j'ai mis à jour ma photo, hein, mais sinon, Raphaël de Saméros, 4 années d'expérience en tant qu'auditeur qualité, auditeur Calliope également, ponctuellement sur certaines missions, hein, certains ont pu m'avoir dans leurs locaux, et essentiellement chargé de mission qualité ici à l'ISQ certification. Donc c'est un peu comme vous, hein, la gestion, nous aussi, on a une norme à suivre hein, pour attribuer pardon, les certificats Calliope, et donc on s'assure de la bonne conduite de nos process, nous aussi, sur cette norme pour pouvoir vous attribuer les certificats Calliope. Et toi, Karim, peux-tu te Merci, présenter? merci Raphaël. Tout d'abord, moi, je voulais quand même remercier tous les participants au webinaire du mois d'avril. Vous avez été très nombreux pour resituer, bien évidemment, mon expérience. Il y a autour de 22 ans dans le cadre de la formation. Je suis auditeur, entre guillemets, expert Calliope et ancien dirigeant d'un organisme de formation en région PACA. Et depuis, je suis dirigeant mon cabinet MSTK Audit et Consulting. Très bien. Merci Karim. Et on a également aujourd'hui Louis, hein, qui est donc tout seul car Laure est pris en audit, hein, elle est en mission chien de nos clients. Donc Louis va gérer le chat et répondra à vos questions comme il en a l'habitude de faire. Tout à fait. Alors, peut-être, Raphaël, avant de commencer, hein, au regard de toutes les questions qui nous sont posées pendant les webinaires et post-webinaires, je Mhm. tiens à resituer le périmètre hein, d'un organisme certificateur qui est l'ISQ. Nous sommes plutôt mis en œuvre et avons pour mission plutôt de vérification et contrôle des organisations. Je le rappelle régulièrement à Exact. chaque début de webinaire parce qu'on a souvent des questions d'ordre juridique. Et comme vous pouvez tous le savoir, on n'a pas vocation à faire du conseil. Donc, toutes les questions d'ordre juridique, on essaye à chaque fois, si possible, d'y amener quelques éléments, mais nous ne pouvons pas, de la place qu'est la nôtre, bien évidemment, répondre à toutes ces questions et on renvoie plutôt vers les professionnels du droit juridique et du droit du travail dans le champ de la formation professionnelle. Voilà, je venais bien resituer cette partie-là. Tout à fait Karim. C'est important de le rappeler. Alors, le sommaire de la journée, donc on va, comme on l'a dit, imprimer le retour d'expérience des auditeurs ISQ sur la V9 du guide de lecture, en passant un peu par certains critères et un peu aussi des questions au niveau de la sous-traitance sur cette V9. Et ensuite, une deuxième partie sur focus alternance par indicateur, sur chaque indicateur, quelles sont les obligations des CFA par rapport aux 14 missions ou les obligations spécifiques. Très bien. Alors, pour commencer, ben, comme vous avez un petit peu l'habitude maintenant au niveau de la cartographie des certifiés, on a fait une petite comparaison entre mai 2023 et mai 2024. Alors, au 13 mai 2023, on avait 120 850 NDA actifs sur la liste de la DGEFP. Et hier soir, en faisant mon comptage, il y avait 128 321 NDA actifs, ce qui représente une évaluation de 4% sur les 12 derniers mois. Et on a 7 471 NDA en plus hein, qui sont donc maintenant sur la liste de la DGEFP. Et au niveau des prestataires certifiés, c'est un peu moins. On est passé de 44 363 certifiés en mai 2023 pour 44 830 en mai de cette année. On est toujours 36 certificateurs dans le panorama de Calliope. Il y a également 8 instances de labellisation et ça représente 36% des NDA qui sont actifs sur la liste de la DGEFP. 36% sont certifiés Calliope par ces 36 certificateurs. Voilà, et au Ok. niveau des régions, bah, on constate que l'Île-de-France mène encore la danse des certifiés Calliope, suivie par la région Aura, la région lyonnaise, puis on a Marseille, les grandes villes françaises concentrent un peu les NDA.
OK, donc c'est un tiers hein, de nos NDA actifs hein, qui sont certifiés. C'est intéressant d'avoir cette chiffre-là au regard de l'évolution de la V9 pour le coup. Est-ce que, Raphaël, tu pourrais nous dire le nombre d'audits qui ont eu lieu là depuis la V8 en janvier, peut-être la V9? Alors, sur la V8 en janvier, on est aux alentours de 300 audits hein, sur cette V8. Et au niveau de la V9, on est plus sur du 400, 450 environ. Comme les Ouais. deux versions se sont chevauchées très rapidement, on est voilà, sur ce genre, sur ce nombre d'audits-là. Donc, commence déjà à avoir un bon retour d'expérience sur ces deux versions, la V8 et la V9, de la part de nos auditeurs. OK. OK, super, ça marche. Bon, Et justement, donc la V9, hein, donc le premier retour d'expérience et les questions qui reviennent assez ouais, régulièrement en ouais. audit, hein, rencontrées. La première, l'indicateur 1, est-ce qu'il est possible de mettre un lien qui renvoie vers la page RNCP ou RS du titre? Alors, juste encore une fois, pour un préambule, on a régulièrement euh, des retours sur les questions liées aux indicateurs que vous allez voir juste après. Et ne soyez pas surpris qu'on reprenne les informations dont on a déjà mis en avant lors des webinaires précédents, en sachant que sur indicateur 1, nous avions déjà dit que c'était pas suffisant hein, au regard de l'exigence, puisque on a un rappel dans la note ABN hein, avec une obligation spécifique, le libellé exact de la certification, le code RLCP, le nom du certificateur, la date d'enregistrement. Donc, pour faire le lien avec la question suivante hein, concernant la date d'enregistrement, on est souvent avec cette problématique. Déjà, il n'y a pas de précision dans le guide. Et en plus, on a souvent les dates plutôt d'échange d'enregistrement qu'on retrouve sur les fichiers RNCP. Donc, pas de souci. À partir du moment qu'on diffuse cette information, l'auditeur prendra acte et ça ne découlera pas logiquement d'une non-conformité quelconque sur cette dimension-là. Mhm, tout à fait. Autre question qui revient régulièrement, qui concerne l'indicateur 21, comment Ouais. démontrer la vérification de la maîtrise des compétences par le prestataire? Alors, c'est vrai que souvent, on retrouve cette problématique, et c'est une nouveauté hein, entre la V7 et la V8, où on parle Oui. maintenant de vérification et non plus d'évaluation. Donc, la vérification de la maîtrise des compétences, elle s'évalue en fonction du niveau attendu. Bien évidemment, si on reprend le niveau attendu, on a la définition des compétences qui doivent être définies en amont. Elles doivent être démontrées, bien évidemment, l'adéquation avec les prestations mises en œuvre. Et également, cette vérification de la maîtrise, elle doit s'effectuer assez régulièrement comme élément qu'on a plutôt par des bilans individuels, par des grilles d'observation, par des analyses de questionnaires aussi de satisfaction des bénéficiaires. Donc, on retrouve cette logique de vérification par différents moyens. Donc là, on est sur l'appréciation des moyens mis en œuvre par le prestataire pour vérifier la compétence. J'insiste beaucoup sur la notion d'interne et d'externe. D'accord? Les deux doivent faire l'objet de la vérification. Alors, pour les internes, souvent, nous avons des entretiens annuels d'évaluation, des entretiens professionnels qui peuvent faire l'objet, bien évidemment, hein, l'auditeur prendra en compte tous ces éléments-là qui démontrent les moyens de vérification. Très bien, merci Karim. Un autre indicateur qui lui aussi a changé au niveau de la V8, c'est l'indicateur 22. Et la question qui revient régulièrement, c'est alors, est-ce que Ouais. avoir suivi un webinaire, ça peut rentrer, ça peut répondre à cet indicateur? On est souvent confronté à cette jonction entre les indicateurs de veille et également l'indicateur 22, puisque comme vous avez pu le constater, cet indicateur sur le niveau attendu a fait l'objet aussi d'une modification où on parle maintenant de mobilisation. Donc la mobilisation de différents leviers de formation et de professionnalisation pour l'ensemble donc de son personnel. Typiquement ici, donc cette logique de mobilisation, hein, on doit démontrer la mobilisation, donc comment on diffuse, comment on met en avant, comment on intègre dans une politique RH les différents leviers qui peuvent être proposés. Donc ça peut être des logiques de webinaires thématiques, ça peut être des échanges de pratiques,
ça peut être de la recherche et du développement, ça peut être de la FEST aussi, des mises en situation. Donc, la démarche, dans un premier temps, c'est comment je démontre la mobilisation de ces différents leviers. Ensuite, sur Mhm. des logiques de formation continue et de formation de professionnalisation, on a souvent des attestations qui nous sont présentées de formation, des certificats de réalisation, soit dans des logiques de formation continue dans le cadre de l'amélioration de compétences ou dans les logiques de professionnalisation pour adapter au poste et maintenir son niveau de compétence, renforcer ses compétences. Donc, tout est à prendre en compte à partir du moment que ça reste dans une logique de mobilisation de levier et aussi démonstration. Hein. Souvent, Mhm. les webinaires, c'est juste un acte de présence, mais on peut avoir aussi des webinaires où on peut attester sa présence et également sur des thématiques bien précises qui démontrent aussi un levier de montée en compétences et de formation continue. Donc, pas de souci, à condition, encore une fois, que ces webinaires s'intègrent dans une démarche de montée en compétences et qui est intégrée dans un processus de formation. Le fameux plan de développement de compétences, pour info, est toujours pris en compte, hein, parce qu'on a souvent ce retour de dire ah mais on a le plan de développement de compétences, ben, c'est super, donc ça répond aussi à l'exigence, pas de souci là-dessus. Exactement. Merci Karim pour ces précisions. Une autre question sur le fameux indicateur 27. Alors, est-ce qu'une charte qualité, une lettre de mission et un contrat de prestation, est-ce que ça répond à cet indicateur? Alors, on va avoir l'indicateur 27 en fil conducteur de toute façon, depuis la V9, et encore bien avant, puisque dans le cas de l'apprentissage, on le verra un peu plus tard, il y a souvent ce type de contrat de prestation. Donc, au regard de la question, que dit le niveau attendu? Le niveau attendu, il parle de dispositions mises en œuvre et ensuite de vérification du respect. Donc, l'auditeur et donc le prestataire doit démontrer comment il s'assure de faire respecter la conformité par le biais des dispositions entre le donneur d'ordre et le sous-traitant. Et ensuite, quelles sont aussi, dans la démonstration de cette vérification, au regard des dispositions définies, ce qu'il propose en termes de mesures. Donc cet indicateur, il est important depuis la V9, mais au regard de la question liée à la charte qualité, lettre de mission, contrat de prestation, je dirais comme précédemment, oui, mais ça ne répond pas totalement à l'exigence, puisqu'on Mhm. attend une vérification. Donc, c'est important lors des audits, encore une fois, d'être dans cette logique de disposition entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, et ensuite démontrer les mesures de vérification mises en place. Très bien. Et du coup, en découlement de ce que tu viens de nous dire, si mon Oui. sous-traitant est certifié, est-ce que je dois justement continuer à vérifier qu'il respecte ces exigences? La réponse est oui, on l'a déjà vu précédemment. Donc, on passe à l'autre question. Question d'après. Et donc, si mon sous-traitant n'intervient pas sur des formations financées par le CPF, doit-il obligatoirement détenir une certification Calliope? Ben voilà, comme lors des webinaires précédents, c'est non en dehors des cas prévus des dispositions légales et réglementaires. La certification n'est pas obligatoire. Je renvoie tout le monde à la nota bene et cette nota bene va être aussi un fil conducteur durant notre webinaire. Très bien. Merci Karim. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience sur la V9 par rapport à, voilà, au vécu de nos auditeurs. Et maintenant, on va passer sur le focus alternance par indicateur. OK. Alors, peut-être avant, c'est bien, Raphaël, si tu pouvais redonner le cadre des certifications d'un nouveau CFA, en sachant que si nous avons souhaité faire un focus sur l'alternance et le CFA, c'est au regard aussi des audits que nous avons mis en place et des retours d'auditeurs avec plusieurs constats. Et on tenait véritablement à induire ce webinaire dans une démarche, bien évidemment, d'éclaircissement par moment et aussi d'appropriation des indicateurs du guide dans le cadre d'un CFA. Mhm. Très bien, exactement. Et donc, pour commencer, les obligations des CFA, d'abord de détenir un numéro de déclaration d'activité, hein, ça va de soi, c'est la porte d'entrée, c'est le début. Il faut respecter les obligations également des organismes de formation, donc tout ce qui est BPF, règlement intérieur et information des apprentis. Un deuxième point, c'est de mentionner dans les statuts du CFA qu'il dispense des actions de formation par apprentissage. Un autre point qu'on verra plus en détail plus tard, il faut impérativement instituer un conseil de perfectionnement. Un autre point, mettre en place une comptabilité analytique.
Et le dernier point, poser sur la façade du CFA la devise de la République, le drapeau tricoloré européen et afficher la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc toutes ces informations sont sourcées, on vous a mis l'article de loi qui renvoie à ces informations. Très bien. Et pour pouvoir Bon. réaliser l'audit, une deuxième chose, pour pouvoir démarrer l'audit sur le CFA, il faut avoir un contrat d'apprentissage signé avec quelques jours de formation réalisés. Quelque chose d'important qu'on a souhaité rappeler à l'ISQ, c'est que les apprentis sans employeur peuvent commencer leur formation au CFA avant d'avoir trouvé un employeur durant une période de 3 mois avec un statut de stagiaire de la formation professionnelle. Encore une fois, on vous a attaché l'article de loi qui renvoie à cette information qui est un peu plus complète, un peu plus détaillée si vous souhaitez plus d'informations. Et nous rappelons également que le décret qui est sorti le 28 décembre 2021 laisse un délai de 6 mois pour être certifié sur la catégorie, apprentissage. Raphaël, c'est important. Le deuxième point, on regarde des missions du CFA et on le verra après, hein, puisque ça correspond à une mission de pouvoir laisser bien évidemment un apprenti commencer la formation sans un Mhm. employeur. Mhm. Exactement. Et donc, dans le RNQ, qu'est-ce que c'est l'alternance pour Calliope? Alors, donc, important, dans l'orientation que nous impulsons dans le webinaire, on a souhaité véritablement faire un focus sur les 14 missions, en sachant que un CFA est un organisme de formation qui dispense des actions de formation par apprentissage, on l'a vu précédemment dans le cadre réglementaire, et il est bien dans son périmètre. Les 32 indicateurs sont bien concernés lorsqu'on est CFA. Concernant l'aspect de l'alternance, on a le glossaire qui a bien défini cette Mhm. notion d'alternance, hein, et c'est la loi du 5 septembre qui a défini aussi au regard des 14 missions maintenant attendues. Et dans cette logique du guide, on retrouve cette définition, donc comme je l'ai dit, sur le glossaire, et ça concerne deux types de contrats. Les actions de formation par le biais des contrats de professionnalisation. Alors, je sais que le contrat de professionnalisation, hein, on est au courant de l'évolution législative, malheureusement, je dirais, Mhm. au regard de ce type de contrat. Et ensuite, pour la formation par apprentissage, c'est les contrats d'apprentissage. Alors, je ne rentrerai pas dans les débats des choix politiques concernant le contrat de professionnalisation. C'est bien, Karim. Un autre enjeu des CFA, c'est les 14 missions des CFA. Ouais. Alors, tout à fait. Donc, au regard un peu de la loi du 5 septembre, nous avons essayé ici de croiser les numéros des missions à travers les indicateurs. Mhm. Exactement. Donc, on va Donc, dérouler. au fur et à mesure, en sachant que par moment, en sachant que par moment, on aura des obligations aussi spécifiques pour les CFA, on aura des obligations spécifiques aussi concernant l'alternance, et on a souhaité mettre un focus sur les indicateurs 4, 5 avec ces obligations spécifiques qu'on va rappeler juste après, Mhm. et en sachant que le 8 et le 16, donc les procédures de positionnement et tout ce qui est en lien avec l'autorité de certification, c'est deux faits. Donc, on n'a pas fait un focus là-dessus au regard Mhm. des audits. C'est pas des indicateurs qui nous demandaient de mettre un accent. Et puis, on a intégré les indicateurs 28, 29, hein, qui sont hors champ des 14 missions. Oui, très bien. Et les obligations spécifiques, ça démarre très rapidement. C'est directement Ouais. indicateur 2. Ouais, c'est ça. Alors là, très clairement, dans le critère 1, et surtout, on est dans cette logique de diffusion. Donc, on est dans la Mhm. communication, la stratégie de communication des organismes et des CFA, en sachant que l'auditeur ne doit pas, bien évidemment, faire un constat de la stratégie qui est mise en place. Lui, il s'adosse dans l'indicateur 2 à vérifier que le prestataire diffuse bien. On en a déjà parlé dans les webinaires précédents, ces indicateurs obligatoires. Ces indicateurs obligatoires, ça renvoie à l'article 71-11-8 du Code du travail. Donc, ce sont les taux d'obtention des diplômes ou des titres, ce sont les taux de poursuite d'études et les taux d'interruption en cours de formation. Pour ces trois, on va dire, ces trois indicateurs chargent au CFA de décider s'il diffuse plutôt de manière globale, par filière ou par diplôme. On est plutôt dans une logique de bon sens et de diffusion d'informations. Pour les trois autres indicateurs qui concernent les taux d'insertion professionnelle sortant pour le CFA
la valeur ajoutée du CFA et le taux de rupture des contrats conclus pour le CFA. Ici, on est véritablement sur ces trois indicateurs pour le CFA dans sa globalité. On a souvent, lors des audits, euh, on a du mal à faire ce distinguo. Donc, pour les trois derniers indicateurs, restez bien sur cette logique d'indicateurs globaux plutôt. Donc, le taux d'insertion, la valeur ajoutée, le taux de rupture des contrats. Tout à fait. Et après, donc l'indicateur 4, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, là encore, on a une obligation spécifique CFA ou alternance. Oui, avec cette nouveauté concernant l'obligation spécifique sur le CFA, la question c'est comment le prestataire peut intégrer les missions proposées par l'entreprise lors de l'analyse des besoins. Donc c'est une question récurrente qui nous est remontée lorsqu'on lit l'obligation spécifique et la nouveauté, c'est que l'analyse du besoin intègre la vérification des missions proposées par l'entreprise avec le diplôme de certification visé. Donc ici, le prestataire doit démontrer qu'il a bien analysé déjà dans un premier temps le besoin et dans un second temps, quelle relation il fait et comment il croise avec l'entreprise, puisque gardez en tête que la mission 2 du CFA qui demande d'appuyer et accompagner les postulants, donc on est sur cette logique en amont de la Mhm. contractualisation à la recherche d'un employeur. Donc, euh, le prestataire CFA démontre bien évidemment qu'il a intégré dans l'analyse les missions qui vont être attendues dans le cadre du diplôme et éventuellement de la fiche de poste qui est souvent proposée par l'employeur quand il y en a une, bien évidemment. Et je fais aussi le parallèle avec l'indicateur 13, où on vous dit dans le cas de l'indicateur 13, vous devez anticiper aussi avec l'entreprise des missions court, moyen et long terme. Donc, Mhm. généralement, on a dans cet indicateur la possibilité de démontrer qu'on fait le croisement entre les missions d'entreprise et dans cette logique de temporalité qui est attendue dans le cas de l'indicateur 13. Donc, gardez en tête la mission 2 dans cet indicateur, d'accord? L'indicateur 13 où on parle d'anticiper les missions court, moyen et long terme. Mhm. Exactement. Et dans la suite de l'analyse des besoins, on a la définition des objectifs. Et là encore, on a une obligation spécifique CFA alternance. Oui, alors, moi, je mets toujours en corrélation l'indicateur 5, 6 et 7. Voilà, Mhm. c'est quelque chose qui est une pratique des auditeurs Ouais. euh, qui est que dans les obligations spécifiques, on doit bien évidemment, si on regarde, et là je renvoie tout le monde au glossaire, qui pose des fois des interprétations, mais qui est très clair dans la définition des objectifs, on parle d'aptitude et de compétences. D'accord? Donc, n'hésitez pas à renvoyer aussi une réflexion sur la définition des objectifs qui doivent être en corrélation avec, bien évidemment, les compétences, hein, les aptitudes et les capacités professionnelles qui doivent être, qu'on retrouve généralement dans la fiche RNCP, dans les blocs de compétences. On retrouve ça dans les roulés pédagogiques, dans les tableaux croisés. Bon, on a cette corrélation entre le 5, le 6 et le 7 à mettre en place pour la définition des objectifs qui doivent être, bien évidemment, compétences, capacités professionnelles ou certification guidée. Tout à fait. Et si on continue sur ce focus des missions apprentissage, il y a le 10 qui est vraiment très intéressant quand même. Ouais, ouais, parce que on est, je dis souvent dans les audits, on est au cœur là du moteur, hein, on est au cœur Mhm. du réacteur puisque on met en œuvre, on adapte, on accompagne et on suit. Bien évidemment, le niveau attendu, il est très clair, hein, on doit la prestation est adaptée aux situations de profil des bénéficiaires, hein, mais si on regarde de manière plus spécifique pour le CFA, on a cette logique d'accompagnement, d'accord, à mettre en place en lien avec les missions 1, 2 et 11. Donc, quelles sont ces missions, hein? C'est l'accompagnement, bien évidemment, des personnes en situation de handicap. Donc, ça, je renvoie tous les prestataires qui sont présents vers le webinaire précédent, hein, sur l'accompagnement, bien évidemment, en recherche et à l'adaptation potentielle des personnes en situation de handicap en lien avec l'entreprise, bien évidemment. Mais c'est une phase si on revoit précédemment, c'est dans le cas de l'indicateur 4, avec l'analyse des besoins, avec cette obligation spécifique pour les Mhm. personnes en situation de handicap. Donc là, on est vraiment dans la mission 1. Concernant la mission 2, ça renvoie à ce qu'on a dit juste précédemment, hein, sur l'appui et l'accompagnement des postulants à la recherche d'une entreprise qui est attendue, qui est une mission. Alors généralement, on a des personnes dédiées,
On a des mises en place d'ateliers, pas de souci là-dessus. Et puis dans l'indicateur 11, là, on parle du suivi et l'accompagnement pour toutes les formations qui sont en distanciel. Je fais un parallèle avec aussi l'obligation spécifique de l'indicateur 19, hein, dont on a déjà abordé le sujet. Donc, ça fait partie également des missions des CFA dans le cadre de cet indicateur. Très bien. Merci Karim. Ensuite, on a le 11. Comme on a le 5, évidemment, on a le 11, l'évaluation d'atteinte des objectifs. Ouais, alors l'obligation, alors moi je dis, on est encore au cœur, hein, bien évidemment, du process de formation concernant cet indicateur. Je vous renvoie vers le webinaire qu'on a animé le 30, où là on a fait un gros focus, en sachant que ce qui est obligé pour le CFA, hein, bien évidemment, la note AVN, elle est très claire, c'est la formalisation du processus avec une procédure d'évaluation définie et matérialisée par des outils, et ça renvoie à la mission 12 du Mhm. CFA. Oui, La mission 12, c'est d'évaluer les compétences acquises, y compris sous forme de contrôle continu. Donc, on parle de contrôle continu et dans le respect défini par chaque organisme certificateur. Donc, on a cette logique de processus permanent, hein, qui doit être défini, matérialisé par des outils, et aussi en corrélation avec l'autorité de certification. Je vous avais parlé en début de webinaire l'indicateur 16, où on doit démontrer qu'on respecte bien, lorsque les candidats sont présentés, on respecte bien l'autorité de certification. Donc, il y a cette corrélation, mais c'est une obligation pour tous, encore plus lorsqu'on est CFA, parce que c'est la mission 12 qui doit être mise en œuvre. très bien. Après, on a l'indicateur 12 qui lui aussi est encore au cœur du CFA encore là. Oui, alors, on doit démontrer qu'on met en place, hein, bien évidemment, des mesures et qu'elles sont matérialisées par des outils, en sachant que l'obligation spécifique du CFA ici est en lien avec le service public. Alors, je fais souvent des points de clarification durant les audits. Ici, on dit en lien avec le service public de l'emploi, ça concerne vraiment les missions 5 et 6, hein, en lien avec, parce que la mission 13 est beaucoup plus dédiée au CFA, sans parler Mhm. des services publics de l'emploi. Donc, dans cette mission 5, on est davantage sur cette logique d'aide à la recherche entreprise. On l'a vu dans le cas des ruptures, on doit mettre en place des entretiens quand on est en rupture de contrat, identifier des offres, voilà, envoyer des CV, et ainsi de suite. Donc ça, on est vraiment dans la mission 5. Dans la mission 6, on doit prévenir et résoudre les Mhm. difficultés Mhm. d'ordre social matériel. Donc là, c'est toutes les aides qui sont proposées, hein, premier équipement, le logement, la restauration, la carte étudiant, voilà, ce qu'on retrouve régulièrement, qui sont bien Exact. mis en place par les prestataires. Et puis la dernière, bien évidemment, mission 13, c'est et quand j'ai un candidat qui a interrompu, n'ayant pas obtenu, qu'est-ce que je mets en place dans l'accompagnement? Voilà, ça revient aussi à ce que je disais, les entretiens individuels, peut-être des logiques de rattrapage. Voilà, c'est plutôt, on est dans l'individualisation de parcours, mais c'est une mission très attendue et mettre en avant dans la mission 13. Mhm. Et ensuite, on a, comme tu l'as dit, tu le dis très souvent lors de ces webinaires, l'indicateur 13 qui est vraiment majeur dans les CFA. Oui, oui, c'est vraiment, je dis souvent, c'est la clé de voûte, hein, de la réussite de l'apprentissage, c'est cet indicateur. Au-delà des 14 missions, d'accord, c'est quand même cet indicateur qui est au cœur, bien évidemment, de cette logique de pédagogie de l'alternance, hein, en sachant que on doit démontrer cette coordination, la progressivité de l'apprentissage entre le centre et l'entreprise. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a démontré, puisque en plus, c'est dans les slides suivants. Je dis que si on est en capacité dans l'analyse des besoins à faire une vérification des missions avec le tuteur, que c'est en corrélation avec le diplôme et les compétences attendues pour le bloc de compétences et de certification, charge au CFA, mais là, c'est les organismes de formation dans l'alternance en général, d'être dans cette logique d'anticipation, de conceptualisation, de mise en œuvre, de processus d'évaluation, comme on a vu dans le cas de la mission 12, d'accompagnement régulièrement, comme on a vu dans le cas de l'indicateur 10. Donc, on est vraiment en jonction dans cet indicateur avec un accompagnement individualisé. C'est vraiment le cœur du CFA et on le verra très, très bien dans les missions prochaines, puisque la place du maître d'apprentissage, elle est quand même fondamentale. Et on le verra par la suite, Raphaël. Après, on a le 14, la mise en œuvre d'un accompagnement socio-pro-éducatif relatif à l'exercice de la citoyenneté, où celui-là, il est pareil, hein, 5 missions des CFA sont dans cet indicateur. Ouais. Alors,
je te cache pas que c'est l'indicateur qui est le plus appréhendé par les CFA. Ouais. Parce que il y a beaucoup de missions à démontrer. Il y a une nouveauté, hein, on en avait parlé dans les webinaires précédents. Il y a une nouveauté avec ces logiques d'action de sensibilisation autour de la mixité, de l'égalité professionnelle, la lutte contre toute discrimination. Donc, j'ai fait un focus volontairement sur le 7, 8, 9 qui peut être démontré ensemble, qui est important dans cet indicateur, c'est vraiment le distinguo entre l'information qui est transmise. On a généralement, et on constate trop souvent sur cet indicateur, que les CFA sont plutôt dans cette logique d'informer, d'accord, et moins dans les logiques d'action à mettre en Mhm, place. mhm. Et ça, c'est extrêmement important puisque on est dorénavant dans cette logique de vérification et de constat et d'appréciation des actions mises en œuvre. La simple information euh, pourrait découler aussi sur une appréciation potentielle par l'auditeur d'une non-conformité, parce que dorénavant, les missions 7, 8 et 9 qui sont présentées sont autour des parties prenantes, apprentis, maîtres d'apprentissage et équipes pédagogiques. Nous rencontrons trop souvent des informations uniquement en direction des apprentis, un peu en direction des formateurs, très peu en direction des maîtres d'apprentissage, alors qu'on est dans des logiques d'action à mettre en œuvre sur ces thématiques-là. Donc, effectivement, sur cet indicateur, l'auditeur appréciera les actions mises en œuvre au-delà du simple fait d'informer, comme on peut le constater assez souvent sur cet indicateur. Ouais, exactement. Autre chose, voilà, ça, c'est des choses que Voilà, tu as déjà c'est des dit, choses hein. qu'on avait déjà vues précédemment. Après, encore un indicateur en 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est les gros indicateurs, hein. Ouais, C'est là où on passe le plus de temps en audit à vraiment regarder c'est ce que ça. ça nous apporte. Et le 15, pour terminer, c'est l'information des apprentis de leurs droits et devoirs. Qu'est-ce que doit faire un CFA là-dedans? Oui, alors je renvoie bien évidemment à la mission 4 hein, d'information. Là, pour le coup, ici, dans cette mission, on est dans une logique d'information, en sachant qu'il y a un point important, c'est qu'on parle d'information en début de formation. D'accord? Donc, en début de formation, et souvent, on rencontre la difficulté, c'est que cette information est diffusée plutôt dans le règlement intérieur qui est propre à l'organisme de formation. Et on a moins cette logique de règles applicables, par exemple en santé et sécurité en milieu professionnel. Et là, ça se passe en entreprise. Donc, c'est de l'obligation aussi de l'entreprise. C'est comment vous devez vous assurer que l'entreprise a bien aussi informé ces logiques de règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel, au-delà du fait que vous avez cette obligation d'informer sur les droits et devoirs. Alors, on a généralement les droits et devoirs qui sont bien informés. Restez bien dans cette logique de début de formation. Surtout, c'est les règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel qu'il faut davantage accentuer, se rapprocher des entreprises, le distinguo entre le règlement intérieur du CFA et de l'OF et le règlement intérieur de l'entreprise. Je renvoie, il y a des infos qui sont très bien notées, il y a des mementos au service public en destination des apprentis d'employeurs, donc il y a un petit travail de veille à effectuer, mais j'insiste bien hein, sur cet indicateur en termes d'information au début de formation. Mhm. Merci Karim pour ces infos. Autre indicateur spécifique CFA, c'est l'indicateur 20 et la disposition d'un personnel mobilité nationale internationale, le référent handicap et comme on l'a vu en début de webinaire, le conseil de perfectionnement. Alors, tout à fait. On est sur une nouveauté parce que dans le niveau attendu, on parle d'action, beaucoup d'actions à mettre en œuvre, que ce soit dans euh, la mobilité nationale et internationale ou que ce soit pour personnes en situation de handicap. Alors, tout ce qui est en lien avec le référent handicap, je renvoie au webinaire précédent où on a fait un focus sur le handicap, donc on a plein d'informations là-dessus. Mhm. Concernant les listes, alors on a souvent la question, est-ce que je dois faire un PV? Est-ce que de nomination? Est-ce que ça suffit l'identification? Charge à vous de l'intégrer dans la démarche plutôt de moyens. L'auditeur lui appréciera
que vous avez une personne dédiée et que vous avez bien identifié un référent handicap. Et bien évidemment, ce sont les actions à mettre en œuvre qui vont être extrêmement importantes. Je reviens également sur la partie liée au conseil de perfectionnement parce que on a souvent des questions liées à la liste des membres, liées au dernier PV. Je renvoie très clairement tous les CFA sur les articles de loi dédiés au conseil de perfectionnement parce que vous avez des ordres du jour qui sont très réglementés au regard des articles de loi et également sur la composition des membres qui sont soit dans les règlements intérieurs ou soit qui sont à la charge parce qu'il y a eu une nouveauté. Pendant longtemps, on était sur de représentation d'organisations professionnelles. Les choses ont évolué sur la composition des membres du conseil de perfectionnement, mais je vous renvoie vers les articles de loi. R 62 31-4 et -5 pour avoir plus d'explications au regard du Code du travail sur cette partie-là. Merci Karim. Un autre indicateur, le fameux l'indicateur 27, et quelles sont les dispositions des CFA qui sous-traitent ces formations? Comment vous faites? Alors, j'ai pour habitude, là, c'est un très, très gros indicateur lorsqu'on a bien évidemment sous-traité soit des établissements d'enseignement et il y a une analyse, bien évidemment, de la convention parce que c'est très réglementé. Soit on a aussi une analyse des conventions conclues pour la création du NUFA, d'une unité. Je dis souvent, le plus important, c'est de démontrer comment, encore une fois, vous avez mis les dispositions au regard des différentes modalités de contractualisation. Comment vous mettez en place des mesures de vérification, sachant que les quatre questions, c'est qui, quoi, quand, comment que l'auditeur va se poser au regard de cet indicateur, en sachant que lorsque vous avez conclu avec un établissement d'enseignement et la responsabilité pédagogique administrative des enseignements qui est dispensée et de la responsabilité. Donc, c'est le CFA qui conserve la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements. Et quand c'est un UFA, le distinguo, c'est bien l'UFA qui a la responsabilité, bien évidemment, pédagogique. Et c'est là, charge, bien évidemment, aux donneurs d'ordre de s'assurer et de mettre en place des mesures pour respecter cet indicateur. Donc, deux choses, analyse des dispositions, vérification des mesures mises en place. Généralement, on a des audits qui sont mis en place, on a des contrôles, on a des réunions, on a des comptes rendus d'entretien avec les pilotes de chaque établissement d'enseignement. Donc, il y a souvent ce jeu de va-et-vient. On a souvent des plateformes aussi qui permettent d'avoir un contrôle et un pilotage de cette activité. C'est un indicateur extrêmement important pour les CFA. Je dis souvent le 13, c'est le cœur du réacteur pour les CFA, mais lorsqu'on travaille sur la sous-traitance et sur cet indicateur, on voit bien que le 13 se déplace. Et là, c'est vrai véritablement l'enjeu et l'importance de mettre en place ces mesures et d'être sur une vraie vérification permanente et continue, parce que les enjeux sont trop importants lorsqu'on sous-traite son activité à d'autres. Merci quand même pour ces points importants qui concernent la sous-traitance pour les CFA. Un autre point, le 28, et voilà, le 28, un point important pour les CFA. Oui, alors le 28, mais c'est pour ça que c'est un indicateur spécifique avec les organismes de formation qui mettent en place les contrats aussi de professionnalisation. L'enjeu ici, c'est qu'on l'auditeur, il va vérifier que vous avez bien identifié un réseau de partenaires socio-économiques, de vos entreprises d'accueil, vos entreprises partenaires. C'est vraiment d'être dans la démonstration que vous êtes en capacité de favoriser un accueil et de le mobiliser ce réseau. Souvenez-vous qu'il y a des missions qui sont attendues lorsqu'il y a une rupture de contrat. Là, on peut faire appel à ce réseau? Comment on accompagne les personnes qui n'ont pas réussi également à la certification? Donc, le réseau, là, est de manière prépondérante un acteur, une partie prenante très important. Et c'est même une des forces des CFA, c'est d'avoir, en termes de développement et de croissance d'activité, comme on l'a pu le constater ces derniers temps, c'est de s'appuyer sur un vrai réseau qu'on utilise régulièrement. On me pose souvent cette question de co-construction, bien évidemment.
l'auditeur, s'il n'y a pas eu de co-construction, on ne va pas amener à une non-conformité. La plupart du temps, c'est que on peut être sollicité quand on est CFA par des partenaires pour mettre en place des actions un peu spécifiques, des projets Mhm. thématiques, de montée en compétences, d'adaptabilité au poste. Et là, on a souvent des réunions mises en place avec les partenaires pour co-construire l'ingénierie. Donc là, c'est beaucoup plus attendu ici sur cet indicateur. Ouais. Et pour finir, l'indicateur 29, hein, un indicateur spécifique CFA, ou voilà, qu'est-ce que doit démontrer le CFA sur cet indicateur 29? Alors, en termes de temporalité, je dirais que lorsqu'on met en place des actions qui concourent à l'insertion pro ou, on va dire, à la poursuite d'études, on devrait retrouver ces actions et ces mesures qu'on va mettre en place plutôt trois quarts de l'action de formation vers en fin de formation, puisqu'on est dans les logiques là d'insertion. Donc Mhm. généralement, on est sur les offres d'emploi qui sont diffusées par mail, sur les sites internet. On a des job dating, on a des salons, on fait venir des professionnels en cas de recrutement. Cette logique d'insertion, c'est la clé de voûte puisque c'est attendu par France Compétences. Pour ceux qui sont détenteurs de certification, on a des logiques d'insertion à démontrer et généralement, on a beaucoup d'actions et de belles innovations qui sont proposées par le CFA et c'est encourageant pour démontrer l'insertion professionnelle par le biais des CFA. Donc, c'est un indicateur qui est régulièrement pris en compte, qui pose pas trop de soucis au regard surtout des missions mises en œuvre. Eh ben, merci Karine pour toutes ces informations. On va arriver à la conclusion de ce webinaire en V9 et CFA avant de passer à un petit temps de questions-réponses comme vous avez l'habitude. Alors, effectivement, ça a été, Raphaël, j'aurais aimé avoir beaucoup plus de temps hein, pour ces thématiques-là de webinaire autour de la pédagogie, de l'alternance et surtout des missions au regard des enjeux socio-économiques et de ce qui se passe aussi dans la montée en puissance de l'apprentissage. Je dirais au CFA de vraiment mettre en œuvre, en tout cas de manière obligatoire et permanente, les missions qui vont être attendues au regard des audits et de s'imprégner de cette culture de l'apprentissage qui est nouveau, hein, parce que depuis 4 ans, je ne vais pas dire hormis les CFA historiques, mais c'est vrai que l'apprentissage est nouveau pour beaucoup d'organismes de formation et on le sent au bout de 3 ans lors des audits de nos renouvellements que les principes de la pédagogie de l'alternance doivent être vraiment mis en œuvre, avoir une vraie réflexion sur cette thématique, de mettre en place ce suivi pédagogique tripartite, la place du maître d'apprentissage, cette interaction entre l'apprenti maître d'apprentissage et l'équipe pédagogique, bien évidemment, l'identification des missions en lien avec la certification, et puis la mise en œuvre d'actions d'accompagnement socio-professionnel, éducatif, insertion. J'insiste beaucoup sur cette Mhm. partie-là de distinguo entre j'informe et ou plutôt la mise en œuvre des actions, parce que c'est un enjeu important dorénavant sur les audits de renouvellement sur les CFA. Très bien, merci Karim. Et le OK? prochain webinaire, c'est quand et ça va parler de quoi? Ouais, alors, on a été beaucoup sollicité, je te cache pas, par nos OF aussi qui délivrent des actions par bilan de compétences et en VAE. Donc, on va faire un focus effectivement sur la VAE bilan de compétences. Alors, ça réduira peut-être aussi le nombre de personnes présentes à nos webinaires, mais c'est un choix qu'on assure aussi parce que c'est des actions. Il y a la réforme de la VAE qui est en cours, donc il y a des choses qui sont à mettre en avant aussi de la place de l'ISQ. Très bien, exactement. Petit temps questions-réponses, hein, comme vous avez l'habitude maintenant. On va revenir sur des questions qui nous ont été posées lors de la dernière édition. Et puis Louis nous posera quelques questions qu'il a sélectionnées sur le chat aujourd'hui. Alors pour commencer, Karim, une question. Nous sommes un organisme de formation sous-traitant pour un autre organisme de formation. Nous animons pour eux des formations hors CPF. Sommes-nous donc concernés par les nouvelles dispos de la V9 concernant la sous-traitance? Donc, c'est des questions qui reviennent régulièrement. On vient de le voir juste précédemment sur l'indicateur 27. Vous n'êtes pas concerné. Cependant, le donneur d'ordre devra démontrer qu'il vous fait respecter les missions et les dispositions qui vous ont été confiées dans le cadre du contrat de référence. Et ça, je renvoie au webinaire sur lequel on a déjà abordé ces éléments-là. Exact. Autre question, en tant que CFA qui fait appel à des prestataires pour l'accompagnement VAE, est-ce que je suis concerné? Bah, la question est oui.
puisque les prestataires interviennent dans le champ du CPF. Donc, bien évidemment, vous êtes concerné par cette V9. Merci Karim. Autre question, la vérification du CACPF est faite par la CDC, donc la Caisse des dépôts. Dans le cadre de ces contrôles, l'auditeur Calliope va-t-il aussi vérifier le volume de chiffre d'affaires sous-traité dans le cadre du CPF? Alors, on l'avait déjà abordé. Vous imaginez déjà que, avec toutes les nouveautés, l'auditeur, il a beaucoup de travail d'analyse de documents et de contractualisation. Et bien évidemment, c'est pas de la responsabilité de l'auditeur d'effectuer cette vérification, Exactement. très clairement. Autre question, en tant que référent handicap, j'ai mis en place la charte d'engagement de la ressource handicap formation. Est-ce que cela suffit comme justificatif? Alors, on avait abordé le sujet dans le webinaire précédent et Mhm. effectivement, on regarde tous les audits, en tout cas que j'ai pu conduire et des retours d'auditeurs. Il y a une impulsion qui est faite sur cette charte ressources handicap formation et c'est très encourageant. Ça rassure aussi dans la prise en compte des publics en situation de handicap. Donc oui, bien évidemment, hein, je vais pas revenir. Hein, j'ai donné une réponse un peu très longue, mais si c'est dans le cadre de l'apprentissage, ça concerne l'indicateur 20 avec les actions mises en œuvre. Et puis c'est surtout l'indicateur 26 où là, on doit identifier un réseau, des modalités de recours à celui-ci et des mesures spécifiques. Donc les réponses, elles ont été abordées bien évidemment au webinaire précédent. Très bien, Karim. Indicateur 11, évaluation des acquis. On nous demande quid pour une formation de perfectionnement courte de 7 heures auprès des salariés. Donc, on revient. Vous savez, c'est important. On pioche des questions qui sont récurrentes et qui reviennent régulièrement. Donc, soyez pas surpris qu'à chaque fois, les questions reviennent à l'identique. Bah oui, puisque c'est une exigence attendue dans le cas de l'indicateur 11 et on renvoie au webinaire du 30. Autre question très, très importante, nous n'avons réalisé aucune session de formation de VAE depuis l'audit de suivi, donc l'audit de surveillance. Comment sera auditée cette catégorie lors de l'audit de renouvellement? Ouais, alors, c'est une vraie problématique, une vraie difficulté que rencontre l'auditeur de plus en plus, parce que on a souvent vu que lors des audits de surveillance, on avait souhaité, en tout cas, contractualiser pour mettre en place les VAE ou les bilans de compétences, entre autres, et on est souvent confronté avec cette problématique, bah, il n'a pas mis en œuvre. Donc, il y a un cadre très clair, c'est que depuis le 1er septembre, vous devez démontrer la mise en place au moins d'une action dans la catégorie d'action pour laquelle vous demandez la reconduction. Donc, important, et même, comme l'a dit tout à l'heure Raphaël, il faut mettre en place un contrat quand on va être CFA. Il y a un contrat attendu. Donc, dorénavant, on vérifiera que vous avez bien mis en place et c'est des informations que vous devez transmettre en amont avant l'audit, s'il vous plaît, et non pas le jour de l'audit. Merci Karim. Une autre question, une question de sémantique un peu. Quelle est la différence entre le taux d'insertion global dans l'emploi et le taux d'insertion métier? Alors, on a déjà abordé le sujet. Le taux d'insertion métier, bien évidemment, c'est le métier visé par formation suivie dans le cadre, qui figure dans le cadre du fichier MCP. Le taux d'insertion global, c'est l'insertion professionnelle. On a déjà abordé le sujet, donc je revois les auditeurs là-dessus. Et la dernière question qui concerne le handicap, encore une fois, pour le handicap, est-ce que faire un processus qui explique notre fonctionnement en cas d'accueil d'une personne en situation de handicap est suffisant pour couvrir les différents indicateurs? C'est intéressant parce que c'est des choses que les auditeurs apprécient également, Mhm. même si dans le guide, il n'y a pas cette sémantique à imposer en termes de processus formalisé d'accueil, mais c'est quand même à vous de déterminer bien évidemment la pertinence. L'auditeur en prendra acte, appréciera au demeurant cet outil, en sachant que on l'a dit dans le webinaire précédent, bien évidemment, les modalités d'accueil de personnes en situation de handicap sont importantes et les logiques de process sont très fortement attendu et apprécié, on va dire. Super. Merci Karim pour ces réponses à ces questions qu'on a, comme on dit, qui reviennent assez régulièrement après les webinaires qu'on nous envoie par mail, auxquels on a souhaité apporter une réponse. Et maintenant, on va laisser la parole à Louis s'il a vu certaines questions aujourd'hui. Pas énormément de questions Ah, sur, ouais. au niveau des, enfin, en ce qui concerne les CFA, donc il faut penser que vous avez été bien complet. Néanmoins, une petite question sur l'indicateur 28. On nous demande s'il s'applique de fait au CFA
ou si il ne concerne il concerne le dispositif AFEST au sens strict du terme. Tout à fait. Oui, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que nous avons fait un focus sur le CFA concernant cet indicateur. On en avait parlé sur le webinaire précédent. Cet indicateur concerne également les organismes de formation qui proposent des stages en entreprise Mhm. euh, avec un volume d'heures assez conséquent. Donc, les OF également qui proposent ce type de prestations sont concernés, ne pas oublier. Et bien évidemment, l'AFEST, au sens strict, est concerné par cet indicateur. On me demande également si vous pouvez développer, alors je pense que c'est un vaste sujet, la notion de valeur ajoutée des CFA et comment communiquer dessus. Alors, je suis désolé, je vais renvoyer vers tous les webinaires précédents sur la méthodologie de calcul. C'est vrai que, bon, allez, je vais être transparent. On va dire que l'auditeur apprécie aussi le fait que sur cette notion de valeur ajoutée, on rencontre les deux situations. Malgré l'exigence attendue de ce calcul à mettre en place sur la valeur ajoutée, on a aussi la possibilité de diffuser de la place qui est la vôtre en tant qu'OF, ce que vous définissez aussi comme valeur ajoutée et ce qui amène une différenciation par rapport aux autres aussi organismes sur le territoire. On a souvent ce cas de figure, donc sachez que le plus important, c'est de diffuser la valeur ajoutée. Les modes de calcul sont présents et on les retrouve dans les webinaires précédents, mais aussi de mettre en avant la valeur ajoutée que vous pouvez définir et qui est peut-être propre aussi à vous et très appréciable également. Merci, c'était tout pour les questions CFA. J'ai une petite question sur l'indicateur 1, les formations certifiantes. Oui. Est-ce que la communication des objectifs peut passer uniquement par le lien vers le site France Compétences, Ah, qui concerne les formations et les formations bon, conduisant à un titre RNCP? alors, je crois que je l'ai abordé dans le premier slide. Tu me dis si je me trompe, Raphaël, sur le premier slide. Mais non, 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 on est bien d'accord que c'est pas suffisant. D'accord? C'est ce que j'ai dit, c'est pas suffisant. L'objectif, c'est une exigence et vous devez diffuser les items attendus. Donc, de faire un lien vers la fiche RNCP, ce ne sera pas suffisant. Il faut vraiment diffuser toutes les informations, si vous avez un site Internet, bien évidemment, sur votre site Internet. C'est important. Je renvoie au webinaire et même sur celui-ci, je crois que j'ai abordé le sujet. Exactement. Dernière question, toujours concernant les titres. La personne demande si en tant que certificateur, Oui, ils doivent quand même mettre le nom du certificateur sur le site, en plus du logo et de toutes les informations déjà présentes. bah, je vais faire peut-être une boutade, mais je pense qu'il si c'est une exigence, l'exigence, elle est pour tout le monde. Parce que l'enjeu, bien évidemment, c'est que lorsqu'on diffuse, la personne qui va être éventuellement dans cette logique de prospect n'est pas au courant que vous êtes autorité de certification, entre autres. Donc, vous avez cette exigence-là, bien évidemment, qui est attendue, même en étant certificateur. On me demande dans quel webinaire on a abordé la notion de valeur ajoutée des Ah, alors, CFA. Alors, dans le webinaire, je crois, du mois de mars et Oui, je du crois que mois de c'est. janvier. D'accord? Alors, désolé, À retrouver sur la chaîne YouTube, mot-clé ISQ certification. Vous avez accès à tous les webinaires. tous les webinaires. Et puis, il y a aussi, on parlait des liens vers Inserjeune. Il y a aussi l'État qui a fait une description de calcul de valeur ajoutée. Donc, on peut retrouver les infos là-dessus. Mhm, Les mhm. informations circulent sur le chat, tout à fait. C'est Ah ben exactement ce que voilà. tu viens de dire. Voilà, on a abordé toutes les questions. Super. Il n'y en a pas d'autres qui ont été posées pour l'instant. Donc, à vous le Super. mot de la fin. Bon, bah, très bien. En tout cas, merci. C'était un webinaire intense, rapide. Encore une Oui. fois, on a essayé d'essaimer au maximum les enjeux des 14 missions et bien évidemment comment elles sont intégrées, diluées sur les 32 indicateurs, parce que quand on est CFA, on a toujours 32 indicateurs. Je sais qu'il y a surtout, souvent les CFA qui disent on a tous les indicateurs à balayer. Bah ouais, c'est tout l'enjeu.
et avec bien évidemment le respect des 14 missions. J'insiste bien sur ces logiques de pédagogie. Le cœur et l'enjeu pour les CFA, il se situe ici. Et également, on regarde des missions attendues sur les actions à mettre en œuvre. Et c'est la nouveauté sur la V8 et la V9. On parle beaucoup d'actions de mise en œuvre et non plus de simple diffusion ou simple information. Donc, pédagogie, alternance et actions de mise en œuvre qui seront très appréciées durant les audits prochainement. Très bien. Merci. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et on vous souhaite une bonne journée et on se dit dans un mois pour le prochain webinaire. Merci à tous. Bonne fin Bonne journée, au revoir. d'après-midi. Merci, au revoir. Au revoir.